10h, 11h, le grand rendez-vous avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct, bien sûr, à la fois sur Europe 1 et CNews. C'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver notre invité. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et à mes côtés pour vous interroger, Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. 20 ans après le 11 septembre 2001, la chute de Kaboul signe une débâcle américaine et plus largement, peut-on parler d'un affaissement de l'Occident et la fin de l'illusion de l'ingérence démocratique? Nous en parlerons en évoquant notamment votre film intitulé Une autre idée du monde. Et puis nous reviendrons bien sûr à la scène politique française en vue de 2022 et le grand perturbateur, faut-il l'appeler ainsi, Éric Zemmour. Mais tout d'abord, Bernard-Henri Lévy, il y a 20 ans, le 21e siècle a changé de visage. Les États-Unis déclarent la guerre contre le terrorisme. 2 décennies plus tard, est-ce que la déroute américaine en Afghanistan signe notre impuissance à faire reculer l'idéologie obscurantiste et djihadiste qui gagne du terrain? Non, ça signe notre lâcheté, pas notre impuissance. Parce qu'on avait fait reculer le terrorisme djihadiste. On l'avait fait reculer à Raqqa, on l'avait fait reculer à Mossoul et on l'avait fait reculer en Afghanistan. Donc on n'avait pas perdu en Afghanistan. Donc le signe, c'est plutôt notre défaitisme, notre absence de croyance en nous-mêmes, un phénomène très bizarre, une sorte de muniquisme américain. Muniquisme américain. Ben oui, l'esprit de Munich, qui était jusqu'à présent une spécialité européenne, est devenu, et je dis ça vraiment à mon cœur défendant, parce que moi j'aime l'Amérique. Je suis un pro-américain, un atlantiste absolu. Mais là, je dois dire que l'esprit de Munich a soufflé à Washington, chez Donald Trump et chez Joe Biden. Vous faites référence à l'esprit de Munich, peut-être une référence abusive à la Deuxième Guerre mondiale. Je vous proposerai une autre lecture des choses. Depuis 20 ans, on a connu le cycle de, appelons ça, la croisade démocratique. Donc non seulement on voulait, selon nos intérêts, intervenir dans différents pays pour faire tomber des régimes qui nous étaient hostiles, mais cela s'accompagnait d'une autre idée, c'est-à-dire implanter chaque fois un régime démocratique, implanter chaque fois une extension de la civilisation européenne et occidentale. Est-ce que ce n'est pas ce fantasme qui s'effondre aujourd'hui, cette idée qu'il est possible d'imposer par la force, par les bombardiers, par les armes, la démocratie dans des pays qui ne sont pas nécessairement préparés culturellement? Boccoté, je vous ai souvent entendu dire ça. C'est le fantasme de qui, au juste? Le fantasme d'implanter et d'imposer la démocratie. Certains disent le vôtre aussi, hein, Bernard-Henri Lévy. Certains disent le vôtre. Mais en tout cas, c'est pas le mien. Moi, mon fantasme, c'est d'aider, de conforter, d'encourager celles et ceux qui, de leur propre mouvement, ont envie de la démocratie. Il ne s'agit pas de l'implanter de force, il s'agit que là où elle est, là où elle naît, essayer de l'encourager. Voilà. Oui, et ça, c'est pas un fantasme. Est-ce que ce n'était pas justement le problème en Afghanistan, où on voit bien qu'aujourd'hui, une grande partie de la population, une vaste majorité, au fond, s'accommode des talibans? Mais on voit rien de ça. L'Afghanistan, d'abord, ah bon non, pour l'instant, on voit une population de pauvres gens terrorisés par les escadrons de la mort talibans, terrorisés par les escadrons de la mort de Haqqani et d'Al-Qaïda, qui n'ont pas d'autre choix que de se soumettre. Ça ne veut pas dire qu'ils s'accommodent, ça veut dire qu'en effet, ça c'est l'histoire malheureusement de l'oppression, c'est l'histoire du malheur. Quand vous avez une violence extrême en face de vous et que vous êtes une femme ou un homme civil démuni, vous avez en effet une option qui n'est parfois que la première, qui est de se soumettre provisoirement. Personne ne nie cette réalité, mais ce que dit Nicolas Barré, il y a une étude, vous parlez des États-Unis, américaine, selon laquelle une partie conséquente de la population est pour la charia, donc contre les valeurs que vous incarnez, contre nos valeurs. Est-ce que vous êtes lucide sur ce point? J'aimerais savoir à partir de quoi a été faite cette étude. Moi, écoutez, je ne suis pas un expert, mais je connais l'Afghanistan. J'y suis allé souvent, depuis très longtemps, et encore récemment. J'ai le privilège, peut-être, pardonnez-moi, dans cette assemblée, d'être celui qui est allé le plus récemment dans ce pays. J'y ai passé du temps pour le film que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, Une autre idée du monde. Ce que j'ai vu, ce n'est pas les chiffres de l'agence américaine. J'ai vu des femmes dans la rue dévoilées. J'ai vu des écoles où les adolescentes allaient apprendre
les sciences et la poésie persane. Bien sûr qu'il y a cette réalité, mais est-ce que J'ai vous ne vu, voulez j'ai pas vu un voir match l'autre de football. réalité? J'ai vu un Bien match sûr. de football où il y avait des femmes mélangées à des hommes. C'est ça la réalité. Alors l'agence machin truc, je sais pas. Moi j'ai vu ça. Donc vous dites qu'une partie des Afghans n'est pas pour la charia et n'est pas soluble dans l'idéologie des talibans, pour vous? Mais je pense en effet qu'une grande partie de l'Afghanistan a pris goût à ces valeurs universelles, qui sont compatibles avec le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme et l'islam, qui est la valeur du droit de ne pas se faire couper la main quand on a volé un bonbon, qui est le droit de ne pas être lapidé lorsqu'on a levé les yeux sur un homme, et qui est le droit d'aller, de vivre sans être encagé dans une prison de tissu. Il y a des femmes qui veulent ce droit. Alors vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un fait. L'Afghanistan, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Et d'ailleurs, même sous les talibans, même dans cette nuit-là qui est tombée sur Kaboul, regardez ce qui se passe à Herat, à Kandahar, à Kaboul. Vous avez des femmes qui bravent la terreur, qui défient les talibans et qui descendent dans la rue. Mais qu'il y ait un refus dans une partie de la population de ce régime qui s'installe, aucun doute là-dessus. Mais je vous ramène sur la question de la politique étrangère, qui est pourtant centrale. Vous dites qu'il ne s'agit pas d'imposer une croisade démocratique, il s'agit simplement d'aider les forces en ces pays qui sont favorables à la démocratie. Voilà. Vous me permettrez cette question, mais est-ce qu'il n'y a pas à travers ça une forme d'ingérence démocratique, à partir d'ingérence politique, d'ingérence idéologique exagérée, qui relève de l'esprit de la croisade? Vous arrivez dans un pays et vous vous mêlez... inversement, on a mais ça s'appelle la politique internationale. Non, attendez. Ou bien l'ordre du monde, c'est des centaines de forteresses assiégées et de pays fermés les uns sur les autres comme des monades leibniziennes. Ou bien le monde existe. D'accord? La Terre est ronde, le monde existe, les pays communiquent les uns avec les autres. Ouais. Bien, si on croit à ça, si on croit que la Terre est ronde, que la politique internationale existe, eh bien, les tyrannies font leur travail de tyrannie, les États totalitaires essayent de pousser le totalitarisme, les démocraties sont fondés à faire et font leur travail de démocratie, qui est de pousser leurs idées. Avec qui? La question que l'on vous pose... Avec celles et ceux qui partagent leurs valeurs. Mais lesquels? La politique étrangère d'un pays comme la France dialogue avec des États. Vous êtes en contact avec certaines personnalités que vous jugez et qui sont parfois des démocrates éclairés, mais on ne fait pas une politique étrangère avec quelques personnes. Où sont les intérêts de la France, si ce n'est de dialoguer avec des États? Une politique étrangère, elle se fait avec des ONG, elle se fait avec des instituts français qui reçoivent tout le monde, qui diffusent la culture française et la grandeur française sans demander aux gens s'ils sont les représentants de l'État ou pas. C'est beaucoup plus compliqué. Politique étrangère, c'est pas juste une partie d'échecs avec des gangsters galonnés qui ont pris le pouvoir sur un coup d'État et qui vont le perdre sur un autre coup d'État. C'est pour un pays d'être présent en profondeur dans un autre pays. Mais ce n'est pas seulement avec des chevaliers romantiques que certains choisissent, comme vous, en les désignant comme étant nos interlocuteurs privilégiés. Mais des chevaliers romantiques, moi, il y en a beaucoup. Vous savez, les Médecins sans frontières, les représentants d'ONG françaises, européennes et américaines, les journalistes, les reporters, tout ça, c'est ce que vous appelez, en vous en moquant trop, pas du tout. Je trouve. Il n'y a aucune ironie, il y a une vraie question. C'est des chevaliers romantiques. Et ils portent, lorsqu'ils sont français, ils portent l'image de la France. Oui, ils portent la grandeur française. Mais comment peut-on, nous, Français, être présents en profondeur dans une société comme la société afghane, comme vous dites? Eh bien, je pense que ce qui prévalait, si on prend l'exemple de l'Afghanistan, ces derniers mois, ces dernières années, depuis 2014, c'est-à-dire depuis que les États-Unis avaient renoncé à leur mission de combat. Il y avait quelques milliers de militaires, je crois 2500, 3000 peut-être. Il y avait quelques forces coalisées autour d'eux. Ils étaient là, ils ne se battaient pas. Ils n'ajoutaient pas de la guerre à la guerre, ils dissuadaient, ils tenaient en respect, ils protégeaient par leur seule présence les femmes dont je vous parlais tout à l'heure, les journalistes qui commençaient d'apprendre leur métier et cette démocratie en train de naître. C'est ça le boulot d'une démocratie, c'est d'avoir, comme d'ailleurs on en a partout, les Américains, et c'est leur grandeur,
ont des forces partout dans le monde. Il y a des centaines de bases américaines. Les Américains veulent-ils imposer la démocratie ou leur hégémonie? Ils veulent... Ou peut-être les deux, capitaine. Ou les trois. Ou les trois. C'est la troisième chose, c'est... On doit les suivre? Défendre... Oui, défendre leurs valeurs. Même s'ils imposent leur hégémonie, on doit les suivre. Non, ça dépend quelle hégémonie. L'hégémonie de la démocratie, l'hégémonie... Moi, par exemple, lorsque on parlait tout à l'heure un instant de la visite du pape en Hongrie, à l'époque où les États-Unis étaient à la tête de la bataille idéologique contre le communisme, contre les résidus, les métamorphoses du stalinisme. Mais moi, je pensais qu'il fallait suivre les États-Unis. Et heureusement qu'on l'a fait, parce qu'il y a toute une partie de l'Europe à laquelle on s'était habitué à l'idée qu'elle allait vivre pour toujours dans la glace, et puis elle a fini par se libérer. Donc, l'histoire, elle n'est pas manichéenne, il n'y a pas hégémonie ou intérêt. Il y a aussi des gens aux États-Unis et en France, nobles, qui ont aussi à cœur de faire partager ce qu'il y a de meilleur dans leur culture. Le curseur, justement, pour choisir notre politique étrangère, on va continuer à en parler avec vous, bien sûr, Bernard-Henri Lévy et Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. On va montrer un extrait. Je vais demander à nos auditeurs et téléspectateurs de rester attentifs, parce que pendant que l'Occident se confinait il y a un an, par la peur du virus, vous étiez à la rencontre d'hommes, de femmes et d'enfants dans des zones oubliées. Un extrait, et puis on va poursuivre évidemment ce grand rendez-vous. À tout de suite. Le grand rendez-vous. Et surtout, notre invité en ce dimanche, Bernard-Henri Lévy, pendant que l'Occident se confinait il y a un peu plus d'un an par la peur du virus, vous étiez sur le terrain à la rencontre d'hommes, de femmes et d'enfants malmenés par la guerre, l'exode, la pauvreté. Votre film Une autre idée du monde sera diffusé ce soir sur France 5 à 20h50 après l'avoir été sur Canal+. Je vous propose de regarder, d'écouter un extrait. What is the biggest enemy, ISIS or Erdogan? Erdogan zaten. Pendant que l'Occident se confine dans la peur d'un virus inconnu, aucun couvre-feu sur le front des guerres oubliées. Nicolas Barré. Alors beaucoup d'images poignantes, très fortes dans ce film, dont vous dites aussi qu'il a une dimension romantique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'au fond, quelque part, vous doutez du triomphe de vos idées? D'abord, oui, je doute toujours d'à peu près tout, sauf mes convictions, et le triomphe de mes idées, bien sûr que j'en doute. Les forces adverses sont tellement énormes. Les forces de la cruauté des hommes, l'indifférence, l'ignorance, la bêtise, y compris de nos compatriotes. Donc bien sûr, je doute. Mais, romantique, je ne sais pas si j'ai prononcé le nom, mais c'est pas parce qu'on doute qu'il ne faut pas entreprendre. C'est pas parce qu'on n'est pas sûr de réussir qu'il ne faut pas persévérer. Donc c'est vrai que là, pendant le confinement, je suis devenu fou, très franchement. L'idée d'avoir un masque non seulement sur la bouche, ce que j'acceptais bien volontiers, mais de l'avoir sur les yeux. Hein, c'est-à-dire que de se fermer au reste du monde m'a rendu dingue. Donc, avec une poignée de camarades, Marc Roussel, Gilles Herzog, Olivier Jacquin, on est parti. Et on est allé dans ces contrées ignorées que nous ne voulions pas voir, où aux disgrâces anciennes, la misère, la guerre, la pauvreté, s'ajoutait en plus la disgrâce du Covid, et dont les Occidentaux, nous, moi... vous sentiez une mission? Mission, non, mais un rôle, en tout cas. Un rôle d'homme, d'humain. Bernard-Henri Lévy, pour la France, en quoi nous aurions une responsabilité mondiale de, entre guillemets, malgré ce que vous dites et que nous dénonçons, cette pauvreté, cet exode, pourquoi nous aurions cette responsabilité de libérer les peuples? Je vous le dis directement, certains vont vous dire c'est une mentalité de colonialiste. Parce que chacun a une responsabilité à l'égard de chacun. Être un humain, c'est être responsable des autres humains et de l'autre humain en face de soi ou à côté de soi. Vous semblez penser que la France a cette mission-là. Pourquoi? Eh bien, ce que je vous dis de chaque humain vaut de chaque collectivité d'humains, en particulier d'une nation, et en particulier d'une grande nation, parce que la France, c'est pas n'importe quelle nation, c'est une nation très singulière. Il n'y a pas beaucoup de nations qui ont cette singularité-là. C'est une nation fondée sur une idée, porteuse de cette idée, et qui,
à des moments très importants de son histoire, ces idées déclarées au monde. Donc, quand on est la France, c'est vrai qu'on a un rôle particulier. Je le crois profondément. Vous enrobez, vous me permettrez cette formule, cette prétention d'une forme de poésie humanitaire, de poésie démocratique, mais en quoi, si je peux me permettre, j'insiste sur la question, n'est-ce pas une mentalité néocoloniale? C'est-à-dire, au nom des valeurs et des idées qui sont les nôtres, nous allons dans le monde, à travers le monde, et prendre la responsabilité de libérer les peuples de force, entre guillemets. Vous êtes obstiné, je vous ai jamais dit qu'on allait libérer... Et pourtant, j'ai l'impression de vous entendre dire ça. Vous avez l'impression, c'est étrange, alors débouchez vos oreilles. Je dis l'inverse. On ne va pas libérer les peuples. On va accompagner, on va donner des munitions idéologiques, des munitions culturelles, des munitions d'idées à ceux qui veulent se libérer, à ceux qui pensent qu'on peut être musulman, on peut être de n'importe quelle origine et en plus croire aux droits de l'homme universel. Est-ce que ça existe ou pas? Mais pourquoi la vérité serait toujours de votre côté, de notre côté? Est-ce qu'il y a forcément des guerres qui ne sont que justes selon vous? Non, il n'y a pas. Bien sûr que non. Il y a peu de guerres justes, d'ailleurs. Et je n'ai jamais, d'ailleurs, dans ce film, dans Une autre idée du monde, c'est pas seulement un tour du monde des guerres. Je vais dans les camps de migrants de Lesbos, où ça n'est pas une guerre. Je vais sur les lieux de ma jeunesse au Bangladesh, où il n'y a pas la guerre, où il y a en revanche tous les fléaux de la planète, la misère, l'islamisme radical le plus barbare, etc. Mais qu'il y ait des guerres justes, bien sûr que c'est vrai. Quand... Donc les guerres menées par des démocrates sont forcément justes. Reprenons les choses très simplement. Nous sommes Français. Nous savons très bien qu'à un moment de notre histoire, quand il y avait en face de nous les nazis et leurs collaborateurs, il était juste de leur faire la guerre. Il était juste de ne pas se coucher. Voilà, ça arrive, ça. Autrement dit, quand on est en face du mal absolu ou d'un très grand mal, et que tous les moyens de s'en libérer ont été explorés et qu'aucun n'a marché. En dernier recours, en effet, il arrive, et c'est ce que des grands théologiens catholiques depuis Saint-Augustin ont appelé les guerres justes, il arrive que la seule manière, ça soit en effet de le faire par la force. Donc vous reprenez la terminologie de guerre juste. Vous ne la niez pas. Bon. Bien sûr, la théorie de la guerre juste, c'est une grande théorie de l'histoire de la pensée politique, mais je ne dis pas que toutes les guerres sont justes, je dis qu'il y a parfois des guerres justes. Ouais. Est-ce que les États-Unis de Joe Biden ont abandonné cette idée de combat pour les libertés? Je vous cite un exemple. Joe Biden avait dit qu'il voulait remettre à plat ses relations avec l'Arabie Saoudite en raison de la guerre au Yémen qui fait des dizaines de milliers de morts civiles, de femmes, d'enfants. Mais finalement, il ne l'a pas fait. Est-ce que les États-Unis d'aujourd'hui abandonnent cette idée? Écoutez, je ne crois pas que ce soit leur intention, mais je crois que ça risque d'être le résultat. Parce que il s'est passé dans ces derniers mois quelque chose de très grave, c'est que l'Amérique a perdu, hélas, un peu de son crédit et un peu de sa crédibilité, un peu de sa parole. Le jour où l'Amérique va aller dire aux Chinois, par exemple, n'envahissez pas Formose, Taïwan, parce que vous allez nous trouver sur votre chemin, je ne suis pas sûr que les Chinois vont les croire. Donc, ça, c'est un autre vrai problème. C'est que les Américains, enfin, l'administration américaine, s'imagine probablement qu'elle est en train de redéployer le champ stratégique de ses intérêts de grande puissance et de ses intérêts idéologiques, il est possible qu'elle soit juste en train de s'effacer elle-même de la carte des influences. Et ça, c'est d'une immense gravité pour nous, les femmes et les hommes libres, et c'est une extraordinaire bonne nouvelle pour les Chinois, pour les Turcs, pour les Russes, pour les Qataris et pour les Iraniens. Non, il y a quand même quelque chose que nous n'avons pas abordé, c'est très important, c'est le droit à la protection des Français. Oui. Les Français, d'abord, permettez-moi l'expression, puisque nous sommes ici en France, est-ce que nous ne sommes pas trop naïfs? Je vous donne l'exemple du procès des attentats du 13 novembre. Le principal accusé nous a craché à la figure, c'est le cas, en faisant allégeance à l'État islamique. Est-ce qu'il ne profite pas ainsi de nos faiblesses? On se gargarise à raison de notre état de droit et de la démocratie, et à chaque fois, à la fin, eh bien, malheureusement, leur idéologie s'installe dans certaines régions du monde. Oui, mais alors, bien sûr que le principal accusé nous a craché à la figure et que c'est insupportable. Mais moi, ce qui m'inquiète, celui-là, heureusement, il est tout de même mis hors d'état de nuire. Hein.
Il est en prison Oui. et il y restera jusqu'à la fin de saison. Ce qui Avec le m'inquiète... poison idéologique. Oui, mais le vrai poison... qui coule dans certaines zones Bien dans notre sûr, pays. bien sûr, bien Il est sûr. mis en prison, Oui. mais il parle. Mais le Certains vrai poison, l'écoutent. oui, mais le vrai poison idéologique, il est aujourd'hui dans des terres un peu plus lointaines, par exemple l'Afghanistan, où il va y avoir des bases, des camps d'entraînement N'est-il pas d'abord en terroristes. France ? Et cela aura un effet en France. Aujourd'hui, vous savez, ce qui s'est passé... Moi, j'ai réalisé un film sur la bataille de Mossoul, sur la prise de Mossoul, il y a 4 ans. Mossoul, qui était la capitale du califat, et où les djihadistes ont pris une raclée. Ils ont été grotesques, ils ont été battus comme des minables dans les vieux quartiers de Mossoul. Ça a porté un coup au moral de tous les petits djihadistes de quartier en Occident. Mais si, ça leur a... Et depuis, que s'est-il passé ? Aujourd'hui, c'est passé l'inverse. En Libye, Bernard Henri. Aujourd'hui, c'est passé l'inverse. C'est-à-dire que la victoire des talibans, la victoire des talibans en Afghanistan a redonné le moral, a redonné le parfum de la victoire, a redonné l'idée qu'ils pouvaient gagner aux mêmes petits salopards djihadistes de banlieue qui nous menacent en France et dans le reste de l'Europe. C'est ça que je veux vous dire quand je vous explique, quand je tentais de vous dire tout à l'heure, qu'en effet, on vivait dans un monde global. Et ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe à Mossoul, a des effets en France. Alors... nous le savons, c'est pour ça qu'on vous dit, est-ce que la destruction de nations, fût-elle dirigée par les pires tyrans, n'a pas des répercussions plus négatives que si on n'était pas intervenu, comme en Libye, comme en Irak ? Pour l'instant, le vrai problème, il ne s'agit pas de détruire des nations, il s'agit d'aider à ce que des nations solides se construisent. Il y a une dictature, c'est pas une nation solide. Vous savez, la dictature de la nation libyenne du temps de Kadhafi, c'était pas une nation solide. Elle multipliait les attentats, certains des plus meurtriers de l'histoire, etc. Les fausses nations. Aujourd'hui ? Pardon ? Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est pas brillant non plus. Mais enfin, il n'y a pas de Lockerbie, il n'y a pas d'attentat de masse qui soit parti jusqu'à nouvel ordre de la Libye. L'autre chose, c'est que la nation irakienne, c'est pas une vraie nation non plus. C'est une nation faite de 3 entités, de briques et de brocs, etc. Donc, si vous parlez des nations, oui, des nations bien fondées, légitimes, perçus comme tels par leurs ressortissants. Ça, oui, c'est un rempart au terrorisme. Une pause. On va continuer à en parler. Beaucoup de questions. Je vois que mes camarades brûlent, évidemment, de vous poser toutes les questions sur le plan international, mais aussi sur la scène politique française. Votre regard, Bernard-Henri Lévy, sur Éric Zemmour, sur ce qui est en train de se passer, la vision de cette France qui a envie de croire en elle-même. On continue d'en parler. À tout de suite. Et ce dimanche, c'est le grand rendez-vous de Bernard-Henri Lévy, philosophe, essayiste, réalisateur, avec ce film, Une autre idée du monde, qui sera diffusé ce soir sur France 5, après l'avoir été sur Canal+. Alors, nous entrons dans le segment politique française. Je me permets une question sur le grand perturbateur de la campagne présidentielle en ce moment, Éric Zemmour. Plusieurs personnalités, plusieurs figures politiques refusent de débattre avec lui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas un interlocuteur légitime. Vous avez accepté de débattre avec lui à plus d'une reprise d'ailleurs, mais assez récemment encore. Est-ce que pour vous, Éric Zemmour est un interlocuteur légitime dans le débat politique français ? Légitime, oui, bien sûr. Certainement. Légitime. Et comment jugez-vous ceux qui refusent de débattre avec lui alors ? Un refus de démocratie ? Je pense qu'ils ont tort, c'est une peur du débat. Moi, je crois que j'ai toujours préféré le débat à la confrontation, la discussion à la violence. Voilà, je crois qu'on démonte les arguments de l'adversaire davantage en s'opposant à lui qu'en jetant des anathèmes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté en effet de débattre avec Zemmour sur cette chaîne d'ailleurs. C'est un facteur de respectabilisation pour lui ? Écoutez... Vous ne vous posez pas cette question ? Je ne me pose pas cette question. Moi, la question que je me pose, vous savez, c'est les questions que je pose dans mon film, que je pose dans mon livre, c'est mes propres idées, c'est l'image que j'ai, moi, de la France. Moi, c'est ça la question que je me pose. Et de l'exposer face à des gens qui ne sont pas d'accord. Mais alors, quelle est sa vision de la France à lui, Éric Zemmour, selon vous ? Elle est ratatinée. C'est ça d'ailleurs qui m'est apparu. Je ne le lis pas, beaucoup, je le lis rarement. Mais là, je l'ai vu en effet dans ce débat que nous avons eu il n'y a pas très longtemps. Ça m'a beaucoup frappé. J'ai trouvé sa vision.
je ne parle pas physiquement, mais j'ai trouvé sa vision ratatinée, rabougrie, une petite France. Il en exalte la grandeur matin, midi et soir. Moi, vous me demandez mon avis. Moi, ce qui m'a frappé, au contraire, c'est que derrière les oripeaux de la grandeur, il y avait une France rikiki, une France qui n'a pas de message. Il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé, d'ailleurs, qui m'avait fait un peu sortir de mes gonds. Il avait dit deux choses. On peut les trouver, elles sont sur les réseaux sociaux, sur votre chaîne, sur mes réseaux sociaux. Il avait dit de Churchill que j'étais naïf en pensant que Churchill voulait combattre le nazisme et défendre la civilisation occidentale. Il voulait défendre que les intérêts d'Angleterre. Et il avait dit la même chose du général de Gaulle, que le général de Gaulle voulait défendre les intérêts français et pas se préoccuper du sort du monde qui, à l'époque, sur lequel s'étendait la grande ombre du nazisme. Ça, je trouve ça... voilà, Pour être plus objectif, il avait dit peut-être que De Gaulle mettait d'abord les intérêts de la France avant de se soucier de libérer, entre guillemets, les peuples dans le monde. Là, vous avez deux conceptions de la France. Enfin, bon, c'est pas moi qui suis candidat à la présidence de la République, mais il y a deux conceptions de la France. Vous nous déclarez que vous ne l'êtes pas, alors. Oui. C'est jamais aujourd'hui. Moi, je pense que De Gaulle, c'était aussi, et d'abord, une idée. Et ce qu'il y avait de grand dans la France de Gaulle, c'est que c'était une certaine idée et qu'elle pouvait être une chimère. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que De Gaulle fait cet acte incroyable d'aller parler au nom de la France en quittant le territoire et en allant presque chez l'ennemi héréditaire à Londres? Parce que la France est une idée, parce qu'il l'emporte avec lui. Il la met dans sa poche, il la met dans son cœur, il la met dans sa tête et il va la parler au micro de la BBC ou de... Voilà, donc... c'est ça la grande différence à l'époque entre De Gaulle et Vichy, c'est que pour Vichy, il n'y avait pas d'autre définition de la France que d'être collé à sa glaise, quel que soit l'état de cette glaise. Elle pouvait être agglomérée par les bottes nazies, c'était la France, on ne pouvait être que là. De Gaulle, lui, il pensait que la France, elle pouvait continuer de vivre, même quand elle était une princesse de songe. Et puis après... évidemment, il fallait lui donner cher et il s'est employé à le faire ô combien avec ses camarades de la résistance intérieure et de la résistance et de l'armée d'Afrique. Pour revenir à la course présidentielle qui s'amorce, Éric Zemmour, au fond, c'est l'allié objectif d'Emmanuel Macron, puisqu'il prend des voix à la droite et à l'extrême droite. Je ne sais pas, vous savez. Honnêtement, Nicolas Barré, je ne me pose pas ce genre de... j'ai pas eu le temps de me les poser encore. Est-ce que tout peut arriver? Est-ce que s'il est candidat, et apparemment ça en prend le chemin, crédité aujourd'hui à 7 ou 8% dans l'intention de vote, s'il fait davantage, s'il franchit une barre de 10 à 12, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que dans un pays comme la France, et avec un candidat à venir comme Éric Zemmour, dont vous ne partagez en rien une vision de la France, tout peut arriver? Ou alors vous dites non, il y aura toujours un garde-fou, peut-être un autre plafond d'un autre genre de verre? Comme je vous le disais au début de notre conversation, la France, c'est un grand pays avec une grande tradition, avec une très ancienne culture. Je ne crois pas que tout puisse arriver. Les gens parlent des États-Unis. États-Unis, nation récente, passion politique faible, un goût pour la politique qui est moindre que cette grande passion que nous lui portons à la politique en France. Donc je ne crois pas qu'en France tout puisse arriver. Non, il y a des grandes traditions idéologiques, il y a des grandes coulées de mémoire qui empêcheront ce que vous pensez être l'extrême droite d'arriver au pouvoir? Ah ben oui, je crois que l'extrême droite, c'est sûr. Moi, je suis persuadé que ce soit Zemmour ou que ce soit Le Pen, et pour moi, c'est la même chose. Donc vous les classez dans l'extrême droite, les deux? Oui, je les classe dans l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite pour vous? C'est quoi l'extrême droite? Comment est-ce que vous définiriez l'extrême droite? Eh bien, c'est le prétendu amour d'une nation qui ne se définit que par l'exclusion, que par le ressentiment, que par la haine. Voilà. Et le patriotisme, c'est l'amour de son pays. C'est Romain Gary, je crois, qui disait ça. Et le nationalisme, disait-il, c'est la haine des autres. Voilà, c'est un peu ça l'extrême droite. Est-ce que vous n'avez pas une définition, cela dit, un peu trop étroite du débat démocratique? J'entends que peu importe le score que fera le camp que vous identifiez, que vous appelez extrême droite, peut faire autour de 40%.
On peut pas congédier de l'imaginaire démocratique, de la vie démocratique, de la définition de l'identité française, presque la moitié d'un pays. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, dans le débat public, d'intégrer l'autre camp, qui n'est certainement pas le vôtre, autrement qu'en le présentant comme haineux, extrême, rabougri, et ainsi de suite? Non, moi je suis ni pour le congédier, ni pour l'intégrer, je suis pour le combattre. Et je suis pour le vaincre dans les urnes démocratiquement. Que ça soit 40, 49, j'aimerais mieux que ça soit 30 que 40 ou 49. Mais la vraie alternative, c'est le combattre, pied à pied, résister, répondre à ses arguments. Rappelez-vous aux dernières élections présidentielles, le débat Macron-Le Pen, c'était un exemple de débat démocratique. Vous aviez un jeune candidat à la présidence de la République qui a pulvérisé les arguments d'une représentante de l'extrême droite. Et c'est ça la démocratie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, cela dit, à dire de l'adversaire qu'il représente la haine? D'une certaine manière, c'est l'expulser du champ du débat légitime. Si vous êtes la haine, on ne parle pas avec vous. Si vous êtes mais le phobie... danger, c'est pas de dire qu'un tel est la haine. Le vrai danger, c'est d'être la haine, c'est de haïr. De caricaturer son adversaire. Il ne faut jamais caricaturer l'adversaire. Mais moi, ce qui m'effraie quand j'écoute, par exemple, Marine Le Pen, c'est la façon dont elle caricature ses adversaires. C'est ce ton d'insulte, cette vulgarité, cet humour de corps de garde, cette façon de prendre parti presque systématiquement quand la France est en guerre ou engagée dans des opérations militaires complexes pour l'adversaire, comme elle l'a fait en Syrie, en Libye, ou dans d'autres cas de ce genre. Moi, c'est ça qui m'effraie. C'est la haine que ces gens-là, l'extrême droite, mais historiquement, depuis Vichy, depuis la guerre d'Algérie, l'OAS, la haine qu'ils portent, eux, à leurs adversaires et qu'ils portent, eux, à leur pays. Moi, ce qui me frappe quand j'écoute Marine, vraiment, et je dis ça sans esprit polémique, lorsque j'écoute Marine Le Pen, ce qui me frappe, c'est qu'elle respire le ressentiment et elle respire le non-amour de son pays. Et elle n'aime d'ailleurs parler de la France ou la défendre que lorsqu'elle la décrit à terre, envahie, remplacée, au-dessous de tout. L'idée que la France puisse être glorieuse, l'idée qu'en France, il puisse y avoir des jeunes gens aujourd'hui qui portent haut les valeurs de l'humanisme, ça elle s'en fiche complètement. En réalité, vous niez le fait qu'ils soient patriotes, que ce soit Marine Le Pen et Éric Zemmour. Là, tout au long de votre argumentaire, vous êtes en train de nous dire qu'ils n'ont pas de lien d'amour avec la France. Ce qui est quand même une attaque... Être patriote, c'est être fier de ces mouvements qu'il y a aujourd'hui dans les lycées français, par exemple. Tout en étant lucide sur la réalité de son pays aussi. Mais ils ont tort, ils ne sont pas lucides. La France est bien plus généreuse qu'on ne le croit. La France est bien plus attachée à son grand idéal patriotique qu'on ne le dit. Moi, j'ai une petite fille qui a 16 ans et qui, l'année dernière, qui avait, dans son lycée, dans son collège, il y a eu tout un mouvement de solidarité avec les Ouïghours massacrés. Je ne veux pas entrer dans la vie personnelle. Par la dictature chinoise. C'était le lycée Bernard-Henri Lévy, mais il y a... C'est ça la France. Oui, c'est ça la France. La France, c'est les jeunes qui se préoccupent des Ouïghours. Bien sûr, la France, c'est les jeunes qui se sentent représentés par les femmes combattantes kurdes. Mais se peut-il que la France aussi, ce soit aujourd'hui aussi les séparatismes, la partition du territoire, des zones de non-droit, des zones où la police ne peut pas entrer sans se faire caillasser et attaquer, des zones où la France est détestée en son propre pays. Est-ce que c'est ça aussi la France aujourd'hui? Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle moi je suis un partisan absolu de la loi dite sur les séparatismes. Et en vérité, c'est pas les séparatismes. Vous savez bien que ce sont des outils, des règlements. On vous parle du combat contre l'idéologie. Quand on c'est enquisté aussi profondément, malheureusement, sur notre sol. Mais le combat Sonia Mabrouk, ce combat, je le mène depuis 30 ans. J'ai écrit il y a 30 ans un livre qui s'appelle La pureté dangereuse, 94. C'était avant le 11 septembre. C'était la révolution iranienne, 79, les attentats en Algérie, la montée de l'islamisme radical, c'est un poison, ça. Bien sûr qu'il faut le combattre. L'islamisme radical. L'islamisme radical. Pourquoi adjoindre radical? L'islamisme est forcément radical. Alors l'islamisme, si vous voulez, l'islam politique, ça m'est égal. L'islam politique, c'est-à-dire l'assassinat au nom de Dieu. L'idée, l'obscurantisme, l'idée que l'islam devrait s'inscrire contre les valeurs démocratiques et contre les valeurs de droit.
Bien sûr que ça, c'est un poison violent pour le monde en général et pour la France en particulier. Et ça crée en effet ces phénomènes de séparatisme et il faut les combattre avec détermination. Quelle ferveur. On va continuer à en parler. Il faut les combattre. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Et lorsque je vais en effet dans des contrées lointaines, c'est pas par romantisme ou par je sais plus qu'est-ce que vous... C'est parce que j'ai le sentiment que la partie se joue aussi là. Quand on va assécher la source à Mossoul, à Raqqa ou à Kaboul, en effet, on assèche les rivières là, chez nous, dans nos quartiers séparés. À certains détracteurs qui vous disent que vous ne vous intéressez pas suffisamment à la France, mais aux zones extérieures, on va vous poser la question aussi sur les souffrances. En France, vous avez vu des manifestations récemment. Alors, il y a parfois des combats légitimes et d'autres pas. Vous nous direz ce que vous pensez des manifestations hier, émaillées de violence. Est-ce que ce sont des restrictions de liberté ou au contraire, vous trouvez qu'elles sont illégitimes? Une pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Notre invité du jour, Bernard-Henri Lévy, nous avons largement parlé d'international, de scène politique française. Vous avez parlé et dit ce que vous pensiez à la fois de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen qui fera sa rentrée, discours de rentrée, ce sera à partir de 11h25 à suivre notamment sur CNews. Et puis dans l'actualité cette semaine, une mise en examen, Nicolas Barré, celle d'Agnès Buzyn. De l'ancienne ministre de la Santé, est-ce que les juges, Bernard-Henri Lévy, sont légitimes à juger l'action du gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas là une atteinte à la séparation des pouvoirs? Il y a un climat de populisme pénal dans lequel nous baignons depuis le début de la crise sanitaire, qui, moi, me préoccupe beaucoup. Les perquisitions chez les ministres et maintenant cette mise en examen, je crois en effet que la justice est en train d'outrepasser ses droits, oui. Parce qu'elle est à l'écoute, probablement. Alors, ça fait partie, c'est un des effets pervers peut-être de la démocratie, il faut le corriger. Elle est à l'écoute d'une voix profonde qui dit les politiques doivent tout savoir, les politiques doivent tout prévoir, s'il y a des morts c'est la faute aux politiques, et donc on les pénalise, on les inculpe. Je pense que cela est une mauvaise dérive. Et comment comprenez-vous les manifestations qui se répètent contre le passeport sanitaire, qui deviennent de plus en plus violentes à certains égards? Comment interprétez-vous ce mouvement, cette colère qui s'exprime dans les rues? Il y a les deux dimensions. Il y a un vrai appétit de liberté, ça moi je le comprends bien. L'envie de ne pas être fiché, l'idée de ne pas être réduit à un numéro et à un code barre dans notre téléphone portable. Là, il y a quelque chose en effet d'insupportable. Et puis, il y a aussi, s'emparant de cette tendance légitime, il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans ces manifestations et dont moi, en tout cas, je connais bien l'odeur et qui ressemble à la mauvaise tradition française. Et malgré cette odeur nauséabonde, évidemment, à dénoncer, vous dites malgré tout qu'il y a des revendications légitimes, qu'il y a des craintes légitimes et peut-être des atteintes aux libertés en France. Moi, je dis que le pass sanitaire, la seule erreur, je trouve, qui a été commise, mais enfin, il est toujours temps de la réparer, c'est de dire, c'est de le mettre en application en soulignant avec beaucoup plus de solennité le fait que c'est exceptionnel, le fait que ça ne peut pas durer, le fait que c'est une mesure d'exception absolue, et presque donner une date à laquelle ce pass sanitaire sera abrogé, les données qu'il implique seront effacées. Je trouve qu'on devrait entourer cette institution du pass d'une plus grande dramatisation. C'est grave, en effet, être obligé de donner un pass quand on va au restaurant, c'est grave. Ça ne peut être accepté, moi je l'accepte, que si c'est, et je sais que c'est le cas bien sûr, mais ça devrait être dit de manière plus claire, une mesure d'urgence. Mais qu'est-ce qui est plus grave? Présenter un pass sanitaire ou avoir à fermer des commerces, des restaurants, avoir à anesthésier une économie? Ce n'est pas moi qui le mets ainsi en balance, c'est le gouvernement. Oui, mais il a raison sur ce point, mais on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut en effet instaurer un pass sanitaire tout en disant que c'est une mesure d'exception et en disant qu'en aucun cas ça n'ira au-delà de ceci, prendre l'engagement de détruire encore une fois tous les systèmes de données que
qui sont glanés par ce canal, et ainsi de suite. Bien sûr que la paralysie de l'économie telle qu'on l'a connue lors du premier et du deuxième confinement était monstrueuse. Cette mise en coma infligée d'un pays, c'était atroce, en particulier pour les plus démunis. Donc évidemment qu'il fallait tout faire pour éviter ce confinement, bien sûr, et ça, on a eu raison. On vous a posé la question que représentait tantôt le camp Zemmour et ainsi de suite. Je vous renverserai la question. Emmanuel Macron sera candidat à sa réélection. Que représente-t-il pour vous cette fois? La dernière fois, c'était la nouveauté, la figure inattendue qui surgissait pour bouleverser la vie politique. Cette fois, que représente-t-il pour vous? Pour moi, personnellement? Politiquement. Qu'est-ce qu'il représente comme camp? Qu'est-ce qu'il représente comme parti, comme mouvement, comme idéal? Il représente l'homme que j'ai entendu parler au général en chef des Kurdes de Syrie et lui délivrer un message absolument vital à ce moment-là pour les Kurdes de Syrie. Il représente l'homme qui, au moment où les escadrons de la mort turque étaient en train d'éventrer les jeunes femmes du Rojava, et au moment où Daesh était en train de renaître, il représente l'homme qui a fait ce qu'il a pu, le pays, le chef de l'État, le chef d'un pays qui a fait ce qu'il a pu pour arrêter ça. Oui. Il représente ça. Il représente l'homme qui, à Erbil, il y a quelques jours, capitale de l'autre Kurdistan, a tenu également son rang et a tenu une position qui était celle de la France dans ce cas-là de meilleure. Et dans la politique intérieure française, si je peux me permettre, c'est-à-dire il y a quand même des camps qui sont structurés dans le pays, vous parlez de politique étrangère avec raison, mais la politique ne se résume pas à la politique étrangère. Non. De quoi Emmanuel Macron est-il le symbole politiquement aujourd'hui, sachant qu'il n'est plus l'homme de la révolution et de la nouveauté? Non, mais il reste le symbole de cette façon de faire de la politique par le débat, par la discussion, comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes et du grand débat. Mais au bout de 5 ans, c'est les faits et les résultats qui comptent. On n'est plus tellement dans le débat et dans la discussion. Dans ce qu'il représente politiquement, je trouve que ce qu'il a inventé, là, dans cette période-là, il a appelé ça le grand débat, c'est cette espèce de maïeutique politique, cette façon d'aller au-devant. Mais certains ont dit le grand blabla. J'essaie de vous opposer des arguments. Grand blabla. Il est allé au-devant des gens, il a mouillé sa chemise, il a passé des heures. Vous reconnaissez une forme de courage d'aller au-devant des problèmes. Oui, courage. La patience d'écouter les doléances des Français, l'effort pour leur répondre, et une façon de leur dire, et ça c'est, je ne dis pas que c'est idéal, mais c'est pas mal, que la démocratie, ça consiste à dire aux gens qu'on va les entendre autant que possible, mais qu'on n'a pas de baguette magique et qu'on ne fera pas de miracle. Voilà. Mais pour se projeter, qu'est-ce qui, selon vous, devrait être au cœur d'un nouveau projet présidentiel, d'un nouveau On va voir. D'abord, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a Anne Hidalgo qui se lance aujourd'hui. Elle vient d'annoncer sa candidature. Voilà. Et peut-être une réaction, femme de gauche, maire de Paris, assez parfois contestée de manière virulente pour son action dans la capitale. Moi non, moi je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est une femme. Je trouve que c'est une femme vaillante et qui représente qui représente aujourd'hui ce qu'il y a de meilleur dans l'héritage de la gauche. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en train de débarrasser, il me semble, la gauche française de toutes ces vieilles idées mortes, de ces vieilles adhérences. Lesquelles ? Les reliquats du stalinisme, les nouveaux habits du wokisme, l'écologie radicale dans ce cas-là de brutale et de totalitaire. Je trouve qu'elle est, il me semble, enfin, elle commence, elle démarre aujourd'hui, mais il me semble qu'elle est en train de tracer pour la gauche française un chemin qui se tient à distance de tous ces périls-là. Si elle le fait, c'est une bonne nouvelle pour le pays. Et si Anne Hidalgo incarne la gauche que vous aimez, à droite, trouvez-vous quelqu'un qui, d'une manière ou de l'autre, sans vous plaire nécessairement, représenterait la meilleure part de la droite aujourd'hui? En un mot, un nom. Un nom? Oui. Madame Pécresse. Je pense qu'elle incarne bien cette droite libérale, cette droite antifasciste, cette droite qui accepte de dire haut et fort qu'elle ne partage pas les valeurs de l'extrême droite, au risque même peut-être de perdre des points. Madame Pécresse le fait très bien. Bernard-Henri Lévy, engagé ce matin. Et aussi sur la politique française. Merci d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Merci à mes camarades Mathieu Bocoté, Nicolas Barré. À dimanche prochain, bien sûr, sur Europe 1 et CNews.
Europe 1.